Bon enfant. Ah oui, professeur, bonsoir. C'est comment? Non, ça va bien. J'espère que tout le monde va bien. Ouais. Monsieur Jean-Christophe, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oh, je rends grâce à Dieu. Vous êtes au Togo ou au Bénin? Bénin. Ah, d'accord, d'accord. Le Bénin, c'est un bon pays, hein? Ah, si vous le dites. J'entends beaucoup d'échos venant du Bénin, là. Il y a beaucoup de choses. On dirait que Dieu a mis sa main là-bas au Bénin. Ah, Dieu n'a pas abandonné aucune de ces nations. Hein. Il aime toutes ces nations. Il aime tous ses enfants. Bonsoir, Faux. Ok, ok. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir. Je voudrais poser une question, mais lorsque on va débuter, je vais poser ma question. D'accord. Bon, tu peux la poser, hein. Tu peux poser ta question maintenant. En fait, ça concerne l'affichage. Oui, allons-y. Je vais vous envoyer un fichier. Comme ça, tout le monde pourra suivre l'explication et tout. Ok. Je suis en train. Est-ce que vous avez reçu le fichier? Oui. Est-ce que vous avez reçu le fichier? Oui, oui. C'est le fichier là. Ok.
Je suis en train de télécharger. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Je peux pas me donner le numéro de la carte parce que là, je n'arrive pas à récupérer ton fichier là. Je vais voir si je peux le trouver sur le chemin. Parce que j'aime pas la carte avec la main. Oui, professeur. C'est mieux que j'envoie ça dans le groupe WhatsApp. Bon, il n'y a pas de problème. Je sais pas. Est-ce que si j'envoie ça sur le groupe WhatsApp, ça, vous pouvez avoir ça sur la machine? Bon, en envoyant dans Skype comme ça, normalement, ça devait s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. On dit qu'ils ont rencontré un problème. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un ami qui a essayé d'ouvrir ça ou bien de télécharger ça? Et quand tu ouvres, tu ne vois pas le numéro de la carte. Non, ça ne se figure pas sur le schéma. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas ici alors que j'ai ouvert ça ailleurs. C'est curieux là. C'est étonnant. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Depuis là, ça me dit, nous avons rencontré un problème. Je ne sais pas quel problème ils ont rencontré. Moi, j'ai pu télécharger ça, que je vous renvoie ça peut-être. On essaye d'envoyer, alors je ne sais pas. J'ai pu télécharger ça dans un autre compte, mais je ne sais pas pourquoi ici, là, présentement, ça ne veut pas télécharger. Pourquoi?
curieux ça. Ouais. Les autres fichiers, ça télécharge, il n'y a que ça. C'est curieux. Hein? Il faut renvoyer un peu voir. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai même envoyé un autre fichier et puis ça. D'autres fichiers se téléchargent, mais l'autre là, je ne sais pas pourquoi. Il faut renvoyer un peu savoir. Oui, là, j'ai renvoyé pour c'est un peu de vérifier encore. Pourquoi ça fait ça? Ça ne télécharge pas. Bon, essaye d'ouvrir alors, Vodafone, chez toi. Tu partages l'écran pour qu'on voie. Là, on voit ce qu'il est en train de dire là. Parce que moi, chez moi, je n'arrive vraiment pas à ouvrir ça. On dit chaque fois, nous avons rencontré un problème, on ne sait pas quel problème. Ah, d'accord. Là, j'ai partagé, je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit. C'est visible chez moi ici, je vois. Oui, c'est visible. Oui, monsieur, c'est visible chez moi. J'arrive à voir. Mais c'est un peu petit. Ah bon. Il peut poser sa question. On voit. Moi, c'est bien visible là. Ok, professeur. Oui. Le problème se trouve au niveau de la page 24. À la page 24, au niveau du connecteur de la nappe de l'afficheur. La page 24, hein? Oui, c'est en haut. C'est ça. Là, on a écrit 23. Ici, là, oui. Oui. J'ai vérifié les tensions qu'il faut, le backlight, et le 5 volts et les 3 volts. Les 19 volts est présent. Oui. Pardon? Oui, professeur. Professeur, vous m'écoutez? On t'écoute bien. Oui, j'ai le 19 volts du backlight. J'ai le 12 volts sur la résistance R12, à l'entrée plutôt de la résistance R12, mais à la sortie, il n'y avait rien. J'ai le 5 volts au niveau de R401 et le 3 volts
au niveau de la patte 4 du connecteur de nappe. Je crois que c'est bon. Mais je n'avais pas le 3 volts de LCD au niveau de la bobine L1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau de Q2, Q4, j'ai enlevé le Q4 et la tension qui était au niveau de l'entrée de R12, j'ai retrouvé 3 volts à sa sortie. R19. R19. Il y avait l'entrée, mais pas la sortie. Quand j'ai enlevé le Q4, la tension de 12 volts est sortie au niveau de la résistance 19. Mais c'était le 3 volts qui était sorti là-bas. Et au niveau de Q2, allô? On te suit, on te suit. OK. Au niveau de Q2, il n'y avait pas la sortie sur le 3 volts. Le R10. Il n'y avait pas de 3 volts là-bas. Donc, quand j'ai retiré aussi le Q2, il y avait le 3 volts. Mais la machine n'affichait pas toujours. Bon, moi, je veux savoir, ton problème, c'est quoi réellement? Tu as quel problème réellement? C'est le problème d'affichage parce que j'ai vérifié tous les PLT recettes et les des RAM recettes. Il y en avait. C'est-à-dire, et la machine affiche dans un écran externe? Ça, je ne pourrais pas le dire parce que je n'ai pas un écran externe pour le tester. Et tu es en train de faire quoi alors, là où tu es parti là? Tu es en train de faire quoi comme ça? On ne retire pas les transistors au hasard, hein? C'est parce que j'ai constaté qu'il y avait le tension 3 volts qui manquait. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quoique je vous ai dit que avant d'arriver là-bas, il faut d'abord vérifier si l'affichage externe est présent. Je vous ai dit ça, vous devez d'abord vérifier est-ce que l'affichage externe est présent. Si ce n'est pas présent, vous ne devez plus faire ce que vous êtes en train de faire là. Si l'affichage externe n'est pas présent, vous ne devez pas aller du côté du connecteur de LVDS. Non, c'est une erreur. On ne part de ce côté-là que lorsque l'affichage externe est déjà là. J'ai donné une fiche qui parlait de l'affichage. Ce sont ces étapes-là que tu devais vérifier.
Ce n'est pas venir au niveau du connecteur. Le connecteur, là, tu arrives là-bas uniquement quand il y a déjà l'affichage à l'externe. Est-ce qu'on se comprend? S'il n'y a pas d'affichage à l'externe, tu ne viens pas où tu es en train d'aller là. Est-ce que tu as la fiche que j'avais donnée? Non, je ne pense pas. Non. Je crois que c'est la fiche là que tu dois prendre et... Hein? Si vous pouvez nous envoyer ça directement sur le live, comme ça, je pourrais télécharger ça. Non, la fiche là était déjà là dans le groupe. C'était déjà là. C'était dans le cas, je n'ai groupe. pas constaté. Je crois que ceux qui étaient là la fois passée, il y a ça, laissez-moi. Ceux qui étaient là la fois passée. C'est dans la messagerie. Je ne sais pas comment tu n'arrives pas à voir. Je renvoie encore une fois de plus. Voilà ça que je viens de renvoyer. Tu as vu? Oui, oui, je l'ai vu. Il faut te servir de cette fiche. Et tu revois le cours sur l'affichage qu'on a fait. On a fait le cours dessus, on a expliqué certaines choses. C'est ça qu'il faut suivre. On ne vient pas au niveau du connecteur là n'importe comment au hasard, non. Pour venir au niveau du connecteur, il faut d'abord qu'il y ait l'affichage externe. Et l'affichage interne ne donne pas. C'est là où tu viens au niveau de ce connecteur pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et avant d'arriver là, j'ai même dit de changer l'afficheur interne. Lorsque l'afficheur interne ne marche pas quand tu changes, tu as déjà l'affichage externe. L'afficheur interne, tu changes, ça n'affiche toujours pas. Dans ce cas, tu descends. Tu descends au niveau de l'afficheur, de la carte mère, de la nappe. Tu vérifies les deux là. Tu peux également vérifier le lead switch. J'ai parlé de ça la fois passée. Ça, c'est quand tu as l'affichage externe. Maintenant, quand tu n'as pas l'affichage externe, tu vérifies les choses selon le cours qu'on a fait la fois passée. J'ai consacré une partie pour ça. Parce qu'il n'y a pas d'affichage externe, interne et ni externe, je t'ai dit que tu devais regarder. Si tu as des signes qui montrent que la graphique a un problème, tu dois chauffer la graphique. Tu dois chauffer ta carte graphique. Si tu n'as aucun signe qui te montre que la graphique a un problème, tu vas devoir vérifier les éléments selon ce que j'ai donné dans le tableau là. Tu dois vérifier les éléments, te rassurer au niveau de la RAM si tous les signaux sont présents pour la RAM, pour le processeur, pour la puce BIOS. Donc, il faut revoir le cours là. Dans ça, dans l'intérieur, j'en ai parlé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, je vais essayer l'écran externe. Si ça s'affiche, je vais voir ce que ça va donner. OK. Qui d'autre avait une autre préoccupation? Oui, professeur. Mhm. S'il n'y a pas de questions, j'aimerais poser encore une autre question. Allons-y. Okay. J'ai une carte mère là.
j'ai vérifié les tensions au niveau de... Voilà. Le problème, c'est qu'il y a, quand on branche le chargeur, il n'y a aucun signe. Il n'y a aucun signe de ça charge ou bien que le chargeur est branché. Bon, j'ai commencé les diagnostics au début. Il y a le 19 volts qui traverse le 19, le premier MOSFET, le deuxième MOSFET, la puce de charge et au niveau de la puce 3 volts et 5 volts. Mais sur les bobines de la puce 3, sur les bobines de 3 volts et 5 volts, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de tension sur ça. Et je suis allé au niveau de le bouton power. Il y avait le 3 volts là-bas. Il y avait le 3 volts à ce niveau. Et j'ai vérifié aussi l'activation du deuxième département de la puce 3 volts et 5 volts. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas l'activation. Donc, c'est sur ça que je suis buté. Bon, je pensais si on changeait la puce, est-ce que cette activation va... Il y aura cette activation ou c'est la puce iOS qui est défectueuse? Reprends un peu, s'il te plaît. Je disais que au côté puce de charge, c'est correct. Mais au côté 3 volts, 5 volts, il y a le 3 volts de l'activation du premier département. Mais l'activation du deuxième département, il n'y en avait pas. Comme c'est l'iOS qui est censé activer le deuxième département, je pense que c'est l'iOS qui est fautif. Ou soit, si on change la puce 3 volts, 5 volts, l'activation du deuxième département peut revenir. Donc, c'est ce que je pense. J'ai le schéma ici. Je sais pas Non, si bon, en réalité, est-ce que le Virec 3 et le Virec 5, est-ce que ça sort? Le Virec 3 et le Virec 5 sortent. OK. S'il manque l'activation du deuxième département, si tu as le power supply, tu peux injecter directement cette tension. Si tu injectes la tension et les tensions sortent sur les bobines, ça veut dire que c'est juste l'iOS qui n'envoie pas son signal. Dans ce cas, tu peux prendre le Virec 3, tu mets là-bas et puis le problème sera résolu. Donc voilà comment tu peux procéder. Il faut d'abord que tu fasses ce test-là. C'est-à-dire tu prends la tension, une tension 3 volts, 3 volts, 1 ampère, tu mets ça au niveau de l'endroit où il y a activation. Et puis tu vois si la tension sort sur les bobines, c'est que ça va. C'est que ça veut dire qu'il te manque juste 3 volts venant de l'iOS. Ça veut dire que l'iOS, soit elle n'a pas envoyé le signal, soit elle a envoyé, mais ce n'est pas arrivé parce que la piste est peut-être coupée en chemin. Là, dans ce cas, tu peux faire un pont si c'est le cas. Sinon, si la tension n'est carrément pas présente, ça veut dire que c'est l'iOS, le département d'activation de la 3 volts dans l'iOS est défectueux. Dans ce cas, tu peux carrément récupérer ça
Récupérer 3 volts sur le directoire et mettre là-bas. Bon, dans certains cas, c'est la patte qui devrait envoyer le signal là qui est surélevé. Tu refais la soudure et le problème est résolu. Dans certains cas, c'est la patte là qui n'est plus sur la carte mère. Quand tu vas venir, tu testes. Si tu touches en haut de la patte, tu vas voir qu'il y a la tension. En bas, tu n'auras pas. Bon, les gens ne s'en rendent pas compte des choses comme ça. Donc, parfois, c'est la patte. Donc, dans les dépannages, comme je vous ai dit là, les dépannages que j'ai décidé de mettre à votre disposition là, si quand vous allez voir ça, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses que j'ai fait. Je crois que ça va vous aider à pouvoir vous en sortir dans les dépannages. Ça va vous aider à vous en sortir. Ce que j'ai fait pour ne pas bloquer les gens, parce qu'il y a des gens irresponsables. Il y a des gens qui mettent leur nom sur les listes et pour finir, ils veulent traîner les gens. Ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste, payez simplement. Dès que la liste des 10 atteint, on arrête comme ça. Là, vous n'allez pas faucher les autres parce qu'au cas contraire, dès qu'on arrive au 1er juin, pour payer ça, vous ne pourrez plus payer en groupe. Vous n'allez plus payer en groupe. Vous allez devoir payer les 1 000 € pour avoir ça. Et ce serait vous qui allez perdre en réalité parce que c'est très riche. C'est extrêmement riche. Lorsque vous allez prendre ça, vous allez vous rendre compte qu'il y aurait jamais. Ça serait un peu difficile que quelque chose vous échappe désormais, puisque vous allez voir toutes les techniques que j'emploie pour dépanner. Vous allez voir toutes les techniques, toutes les méthodes pour contourner plusieurs problèmes. Donc, je crois que ça va vous servir, puisque à l'intérieur, je commente, donc j'explique. Je ne dépanne pas seulement. Je dépanne en commentant, en expliquant comment j'exploite les notions pour y arriver, comment je contourne certains problèmes. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir dedans. Donc, même si votre nom n'est pas sur la liste, payez simplement. Et dès que l'effectif est atteint, on boucle la liste. Parce que dès qu'on atteint le 1er juillet, dès que le mois s'est fini, ça ne sera plus possible. Je vais mettre ça uniquement sur la plateforme. Et là, ce ne sont que les Européens, je sais déjà, ce sont que les Européens qui vont l'obtenir. Les Africains ne l'auront pas. Je ne vois pas un Africain qui va débourser 650 000 pour payer ça. Donc, moi, j'ai quand même fait ce que je pouvais faire pour vous. Si les gens n'ont pas, ne profitent pas de l'occasion, je ne me reprocherai de rien du tout. Je ne vais pas me reprocher. Je ne vais pas me reprocher. Donc, sachez cela. Donc, il faudra. Bon, il y a des gens qui m'ont dit d'accorder une mesure de clémence que si avant le 1er, les gens n'ont pas pu payer, qu'on double le prix, ils vont payer au moins le double d'ici le mois qui va suivre. J'ai dit, bon, moi, je ne sais pas. Moi, je ne voulais pas faire comme ça. Mais sachez dans tous les cas que vous ne pourrez pas payer le même prix là après le 1er. C'est impossible. C'est impossible. Si j'accepte finalement la doléance de la personne, c'est le double que les gens vont payer pour pouvoir avoir accès. C'est-à-dire qu'il faudra payer 130 000 pour avoir accès à ça. À l'intérieur, il y a également les dépannages des cartes mères de desktop. Il y a les dépannages des cartes mères de desktop et des nouveaux coûts également qui sont inclus dans tout ça. Donc, c'est 3 éléments qui sont pourtant très importants. Donc, il ne faut vraiment pas rater cette occasion. Donc, si vous atteignez l'effectif de 10, tant mieux dans votre liste. Au cas où vous n'atteignez pas, il va falloir compléter pour avoir. Si je valide le double, vous allez devoir payer le double de ce qu'il fallait payer avant. C'est-à-dire vous allez devoir payer 130 000 pour avoir ça. Et comme je vous l'ai dit, avec ça, vous allez vraiment vous en sortir parfaitement. Parfaitement, parce que j'ai touché beaucoup d'endroits. J'ai touché beaucoup d'endroits. C'est un élément important. Il y a beaucoup de techniques pour pouvoir contourner certains problèmes que vous aurez sur les cartes mères. Il y a beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de techniques pour pouvoir découvrir rapidement le problème. Rapidement.
Donc voilà ce que je tenais vraiment à insister là-dessus. J'espère que tu as compris comment tu dois faire là-bas. Tu dois prendre le power supply, injecter 3 volts au niveau de l'endroit d'activation là. Et si tout se met en marche, tant mieux. Ça veut dire que tu n'as qu'à avoir 3 volts là-bas. Tu vas récupérer ça au directoire. Le problème sera résolu. Si jusque-là tu as injecté et puis jusque-là ça ne passe pas, sache que le problème est ailleurs. Est-ce que si ça ne passe pas, on peut dire que le problème vient de la puce? Pas forcément. Pas forcément, pas forcément. S'il y a un court-circuit sur l'une des lignes qui sort des bobines, tu peux avoir blocage de tension également. Même si tu actives, la puce ne fera rien puisqu'elle voit un danger devant. Elle voit un danger que toi tu ne vois pas, mais elle voit. Voilà pourquoi elle ne va rien faire comme travail. Est-ce que cela peut causer, donner les symptômes que ça donne? Du fait qu'il n'y a rien, il n'y a aucune LED qui s'allume. Je n'ai pas compris ta question. Oui, je disais que le fait qu'il y a court-circuit sur la ligne de l'activation, est-ce que cela peut amener à le fait que quand on branche le chargeur, il n'y a rien? Bon, il y a des cartes mères où ce sont les tensions de 3 volts et 5 volts qui partent alimenter les LED. Les tensions de 3 volts et 5 volts venant des bobines. Il y a des cartes mères comme ça. Il y a des cartes mères comme ça. Donc, si tu n'as pas les tensions qui doivent alimenter les LED selon ce qui a été fait sur ta carte mère, tu n'auras pas de LED, ce qui est normal. Donc, ça dépend de comment le circuit a été fait sur ta carte. Donc, essaye de faire ce qu'on t'a déjà recommandé et puis tu verras la suite. Donc, avant d'aller loin, tu dois toujours te rassurer qu'il n'y a pas de court-circuit sur les lignes, sur les bobines là. Les bobines de 3 volts et 5 volts. Tu dois te rassurer que les soudures sont bien faites. Et puis, c'est quoi qu'avec la suite, tu pourras voir. D'accord, nous allons. Il y a monsieur Togome qui voulait poser une question. Monsieur Togome, je ne sais pas si vous êtes là. Si oui, vous pouvez poser votre question. Il a levé le doigt. Bon, apparemment, il n'est pas là à côté de nous. Du moins, il n'est pas à côté de son poste. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va évoluer avec les autres points dont je voulais vous parler. Vous parlez de la zone du ventilateur. La zone du ventilateur, vous aurez beaucoup de problèmes sur vos ordinateurs qui sont liés à cette zone-là. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Cette zone. Donc, je vais partager mon écran là. Je ne sais pas si vous voyez ma page qui est là devant vous. C'est une page blanche. Vous voyez ça, hein? Oui, elle est visible aussi. OK. Dans la zone du ventilateur, on a plusieurs composants qui sont à l'intérieur, qui interviennent.
Je vais vous dire comment ça fonctionne. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Vous aurez d'un côté le processeur. Vous aurez la puce de VRM, la puce qui permet de pouvoir produire la tension pour l'alimentation du processeur. Vous aurez la puce iOS, le PCH, vous aurez le ventilateur, vous aurez un circuit intégré. Donc, voilà un peu les différents composants qui peuvent intervenir ici. Donc là, ici c'est le CPU, le processeur. Là, c'est le CPU. Donc, voilà, le processeur sera là. On aura les VRM également. Vous avez les VRM. Vous avez la puce iOS. Vous aurez le PCH. C'est quoi? Vous aurez un circuit intégré. Objet IC. Je mets F dedans, fan IC. Donc, le circuit intégré du ventilateur. Et là, nous avons le ventilateur. Ici, c'est le ventilateur. Le ventilateur. Processeur. CPU fan. Donc, voilà un peu les composants qui vont intervenir pour pouvoir permettre la réussite du refroidissement du processeur. Sachez que le processeur, tant qu'il n'est pas bien refroidi, puisqu'il chauffe trop, la machine va devoir s'arrêter. Parce qu'il y a une certaine température qui ne doit pas être débordée, qui ne doit pas être dépassée. Lorsque la machine fonctionne, ça c'est pour éviter que les puces là ne se brûlent.
Parce que lors de la fabrication, il y a des matériaux qui ont été insérés dedans et qui ne peuvent pas résister après une certaine température. C'est normal que c'est plus la chauffe, puisqu'il y a beaucoup de transferts en termes d'intensité d'énergie, tout ça dedans. Et avec les pertes et tout, il y aura toujours la chaleur. Donc, il y a un certain degré, un certain niveau qui ne doit pas être excédé. Voilà pourquoi il y a tout un système de contrôle de la température sur ces cartes mères. Et lorsque la température déborde déjà un certain seuil, rapidement, tout le système est mis en place pour corriger ça, pour corriger, pour empêcher que ça ne déborde ce seuil-là. Donc, voilà pourquoi tous ces composants-ci doivent intervenir. Ces composants-ci doivent intervenir donc, dans cette partie pour permettre que ce système-là fonctionne correctement. Et s'il arrive que dans ce système, s'il y a un élément qui soit défaillant, évidemment, vous aurez un problème de refroidissement au niveau de la carte, mais au niveau du processeur. Et là, la machine aura tendance à s'arrêter. C'est-à-dire, elle va fonctionner, mais s'arrêter à un moment, tout simplement parce qu'il y a un problème. Il y a une défaillance par rapport au refroidissement. Elle va devoir s'arrêter. Donc, il y a des cas de machines qui s'arrêtent et la cause, ce n'est pas le chauffage. Nous sommes ici dans le cas où la machine s'arrête parce que la cause du chauffage. Donc, la cause, c'est le chauffage ici. Et si vous voulez, le système de refroidissement ne fonctionne pas. Donc, j'aimerais que vous compreniez bien parce que ne croyez pas que tous les cas de machines qui fonctionnent, après ça s'éteint seul. Ne croyez pas que tous les cas, c'est le problème, c'est le système de refroidissement. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Il y a des cas où ça s'arrête, le problème, c'est autre chose. Donc, nous sommes dans le cas où le problème, c'est le système de refroidissement. Si c'est le système de refroidissement, dans ce cas, voilà ce que vous devez comprendre. C'est ça que je vais vous expliquer. Donc, on va commencer. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que le VRM, c'est ce système, c'est cette puce qui alimente le processeur. C'est elle qui va donc envoyer au travers, passant par la bobine, elle va envoyer ce qu'on appelle le CPU core pour alimenter le processeur. Elle va envoyer le CPU core. Ça, c'est pour alimenter le processeur. CPU core. Ce qui est une tension, c'est une tension qui varie, ça à peu près 1 volt, ça peut être plus. Elle va envoyer le CPU core pour alimenter le processeur. Voilà. Une fois qu'elle aura fait ça, le processeur étant alimenté, il va envoyer, on a un signal très important là, il va envoyer le NTC à cette puce-ci. Pardon, professeur. Hein? Pardon, professeur. Oui. Oui, certaines tensions là, vous pouvez nous donner les synonymes ou bien les autres, les autres symboles qu'on écrit souvent. Non, je n'ai pas. Ça n'entre pas dans ce cadre-ci. Je vous ai dit que la formation ne s'arrête pas là. Il y a des choses que vous allez voir par la suite. C'est ce que je vous ai déjà dit ça maintes fois. C'est comme si Ok, vous ne d'accord. comprenez toujours pas. Il y a des choses que vous allez voir dans la suite. Ok. Donc, là, on a le CPU core. Dans un autre élément, le processeur va donc envoyer le NTC, Negative Temperature Coefficient, au niveau de cette puce. Et cette puce pourra donc
évaluer la température du processeur, évaluer la température du processeur et renvoyer ça au processeur. Elle va évaluer la température du processeur et renvoyer au processeur. Au travers du signal ProHot. Au travers du signal ProHot. Elle va lui envoyer les informations concernant donc sa température. Le processeur à son tour va donc renvoyer l'information. Le processeur va renvoyer l'information au niveau du PCH. Et pas seulement au PCH, mais à l'iOS aussi. Elle va renvoyer l'information au niveau du PCH. Cette information est dénommée le thermal trip. Pour lui donner les informations concernant la température du processeur. Concernant la température du processeur, elle va envoyer également la même information à l'iOS. Au travers du signal PC. Platform Environment Control Interface. Et là, ces deux puces, c'est-à-dire l'iOS et le PCH, seront donc au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire de la température qu'il y a au niveau du processeur. Et là, le PCH va donc ordonner, le PCH va ordonner à l'iOS de faire tout pour que le ventilateur tourne. Je vous rappelle que le ventilateur va comme ça tourner et l'air va entrer au travers d'un canal là, qui va donc venir là pour le refroidissement du processeur. Il y aura bien sûr la pâte thermique là qui va aussi aider. Et on aura donc le refroidissement du processeur. Donc, ce que le PCL va faire, c'est ordonner à l'iOS de faire tourner le ventilateur en fonction de l'information qu'elle reçoit, en fonction de l'information qu'elle va recevoir venant du processeur. Voilà pourquoi si une machine, lorsque vous démarrez une machine et vous vous rendez compte que le ventilateur ne tourne pas, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ça ne pourrait pas tourner tant que l'information n'est pas arrivée à l'iOS pour lui dire, bon, faites tourner le ventilateur. Il ne va pas le faire. Il va le faire quand il y aura problème, quand on va lui envoyer l'information au niveau du PCH et le PCH va se rendre compte que cette température est déjà au-delà de ce qu'il faut. Du moins, elle est déjà, bon, pas au-delà, elle atteint déjà le niveau qu'il faut pour qu'on puisse déjà commencer à refroidir. Là, dans ce cas, elle va donc envoyer l'information à l'iOS. Tant que ce n'est pas le cas, ça ne va pas aller. Elle ne va pas envoyer ça. On ne va pas faire tourner le ventilateur pour rien. On ne va pas faire tourner le ventilateur pour rien. C'est ça que vous devez comprendre. Maintenant, on a l'information qu'elle va envoyer, que le PCH va envoyer à l'iOS. Ça sera le sleep S4. Elle va lui envoyer le sleep S4 pour lui dire, allez, fais tourner le ventilateur. Fais tourner le ventilateur. Bon, l'iOS va donc se tourner vers une puce. Il y a une puce qui est placée là pour pouvoir aider l'iOS à faire ce travail. L'iOS va donc envoyer un signal
à cette puce-là. Cette puce, ça peut avoir 6 pattes, ça peut avoir 8 pattes, donc ça dépend des fabricants. C'est un circuit intégré qui va donc recevoir le signal venant de l'iOS. Ce signal-là est appelé fan drive, bien fan control. Un petit synonyme que je vous donne gratuitement. Donc ici, le signal sera appelé fan drive, fan control. L'iOS va donc envoyer ce signal-là au niveau de cette puce-là pour pouvoir activer cette puce. Cette puce sera alimentée en 5 volts. Cette puce-là sera alimentée en 5 volts. Cette puce sera alimentée en 5 volts. Cette puce sera alimentée en 5 volts. Mais elle ne pourra pas commencer à faire quelque chose tant que l'iOS n'a rien demandé. Tant que l'iOS n'a pas activé, elle est alimentée en 5 volts. Bien sûr, il y a toujours la masse. Il y a une patte qui est reliée à la masse, évidemment. Évidemment. Elle est reliée à la masse. Grand. C'est une puce qui est reliée à la masse. Bon, du moins, il y a une patte qui est reliée à la masse. Et qui est normale, c'est pour l'alimenter. C'est normal. Donc, cette puce est reliée à la masse. Ça, c'est le grand. Le GND. Elle est reliée à la masse. Et lorsqu'elle reçoit donc le signal d'activation, alors elle va devoir fonctionner et venir alimenter. Elle va alimenter. On aura donc l'alimentation du ventilateur. On aura donc 1 volt VCC. Bien, 5 volts fan pour fan VCC, donc ça dépend, il y a des petits trucs comme ça qui va donc venir alimenter le processeur, le ventilateur. 5 volts va venir donc alimenter le ventilateur. En fait, c'est le connecteur du ventilateur. Il faut que je mette ça bien. C'est un connecteur. Voilà. Donc, on a donc 5 volts qui va venir alimenter le connecteur du ventilateur, c'est-à-dire en fait le ventilateur par ricochet. Puisqu'il y aura un câble qui sera relié là, ça va donc envoyer la tension dans le ventilateur pour l'alimenter. Évidemment, on aura une patte du ventilateur qui sera reliée à la masse, qui est normale.
il y aura une partie qui est reliée à la masse, ce qui est normal, grande. OK. Bien, maintenant, le ventilateur également va envoyer. Je rappelle que la tension de 5 volts ici, ça peut changer. Cette tension-ci peut changer, ça peut varier. La puce là peut faire varier cette tension-ci. Ça peut devenir 5, ça peut être 3, donc ça dépend de la température qu'on aura ici au niveau du processeur, de l'information qu'elle aura reçue venant du processeur. Donc, une fois en fonction de ça, elle va permettre que ça tourne plus fort ici ou bien moins fortement. Donc, ça dépendra. Donc, en fonction de l'information, là, elle va faire le travail. Maintenant, le ventilateur, lorsqu'il va tourner, il va également renvoyer au niveau de la puce iOS un signal de feedback. On appelle ça le feedback. Et le nom de ce signal, c'est fan sig. Donc, le ventilateur va donc renvoyer à l'iOS un feedback appelé fan sig. Bon, maintenant, si le feedback, l'iOS se rend compte que le feedback n'est pas présent, alors dans ce cas, il va informer le PCH pour lui dire ça ne va pas. L'iOS va également envoyer un signal pour donner le feedback au niveau du PCH, dénommé ProHot. Donc, il va lui envoyer un autre feedback. Donc, ça va lui permettre de savoir que tout fonctionne normalement. Et si ça ne va pas, le PCH va donc ordonner à l'iOS de stopper la carte, de stopper les tensions. Elle va stopper l'alimentation, elle va commencer par stopper l'alimentation du processeur et descendre jusqu'à, dans certains cas, ça va s'arrêter à 3 volts, 5 volts. Dans d'autres cas, ça va s'arrêter jusqu'à la 19 volts. C'est la 19 volts qui va rester. Et 3 volts, 5 volts auront déjà disparu. Donc, elle va tout stopper. Voilà comment les choses fonctionnent pour le refroidissement du processeur. Et il y a beaucoup d'ordinateurs qui ont des problèmes à ce niveau-ci. Rien que dans cette zone que je viens de vous montrer. Beaucoup d'ordinateurs ont des problèmes là-dessus. Vous allez rencontrer beaucoup de cas avec des problèmes là-dessus. Beaucoup. Donc, voilà un élément très important que vous devez prendre au sérieux. Si vous êtes dans une situation pareille, vérifiez ça correctement. Souvent, c'est la puce là qui se gâte. La puce qui travaille en partenariat avec l'iOS pour que le ventilateur tourne. Souvent, c'est elle qui se gâte. Souvent, c'est la communication qu'il y a entre le ventilateur et l'iOS qui n'est pas bonne. Souvent, la communication n'est pas bonne. Et là, ça crée des problèmes. Ça fait que le ventilateur n'arrive plus à rien comprendre. C'est-à-dire, il n'arrive pas à tourner juste parce que la communication n'est pas là, n'est pas présente. Vous pouvez résoudre le problème. Dans certains cas, il faudra changer l'iOS. Dans d'autres cas, vous pourrez utiliser certains raccourcis. Il y a beaucoup de raccourcis dont je vous en parle dans les vidéos dont je vous ai dit là. Il y a beaucoup de raccourcis pour résoudre des problèmes par rapport à ça. Ici, il y a tellement de raccourcis que vous pouvez employer. Si vous employez l'un, ça ne marche pas, vous prenez l'autre, ainsi de suite. Et vous allez pouvoir résoudre les problèmes qu'il y aura dans cette zone. Voilà. Voilà concernant le ventilateur, comment ça fonctionne. S'il y a des questions, vous pourrez poser vos questions.
Ce qui entre dans ce cadre, on va vous répondre. À vous la parole, je vous donne la parole. Il y a des petites nuances souvent dans certaines cartes. Pour d'autres cartes, mais il y aura des petites nuances, mais le concept est le même. Pour d'autres cartes, il y aura des petites nuances, mais le concept est le même. Est-ce que vous avez des questions là? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ouais, bon, c'est... Moi, allô? On vous écoute. Voilà. Au niveau du ventilateur, j'ai une carte ici. Bon, souvent, c'est comme ça se présente. J'ai 3 fils. Il y a un blanc, un jaune et puis un rouge. Tout à l'heure, vous avez parlé de 5 volts, que ça peut varier entre 3 et 5 volts. Ça dépend des cartes. Je veux savoir, est-ce que c'est à travers ces 3 fils-là que le courant est varié ou bien c'est seulement entre 2 fils? Il y aura un fil pour la tension et Oui. un autre, la tension venant de la puce dont je vous ai parlé. Un autre pour le contrôle. Un autre pour le feedback. Un autre pour le feedback. Dans certains cas, l'alimentation ne passe pas par la puce dont je vous ai parlé. Dans certains cas, il y a, là, ça c'est les cas où il y a parfois 4 fils. Tu auras l'alimentation à part, le contrôle venant de l'iOS, le feedback et la masse. Pour d'autres, ces 3 fils, tu auras l'alimentation, le feedback et la masse. L'alimentation là sera mélangée au contrôle. D'accord. D'accord. J'ai compris. OK. Il y a quelques cas, il y a d'autres cas où c'est le contrôle et le feedback se passent par le même fil. Et l'alimentation est à part. C'est toujours les cas de 3 fils. Donc, il y a quand même il y a des cas quand même un peu différents. J'ai dépanné beaucoup de cartes mères ayant des problèmes dans cette zone-là. Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est pour ça que vous voyez, j'ai mis ça à l'avant comme ça. Les autres cas, je vais vous parler de ça de manière un peu vague. J'ai voulu mettre ceci de manière un peu plus détaillée parce que ça va revenir de manière très régulière. Ça va revenir de manière très régulière. Il y a même des cartes mères qui ne démarrent pas à cause d'un problème dans la zone là. Ça ne démarre pas. Le problème est là-bas. Je vous rappelle que le ventilateur est lié à l'iOS. Or, l'iOS, c'est lui qui ordonne le démarrage. Tout ce qui est lié à l'iOS peut bloquer le démarrage de la carte. Dès que l'iOS ressent qu'il y a quelque chose qui le rend mal à l'aise, rien ne va plus se passer. Tu vas appuyer le bouton, lui il ne va pas réagir parce qu'il y a un problème. Lui il ressent un problème. Toi, tu ne vois pas, mais lui, il voit. Donc, tout est programmé. Vous allez constater pour les calculatrices, quand vous prenez peut-être des calculatrices et vous faites une opération et qui n'existe pas peut-être dans le programme, tout ce qui a été fait là, à l'intérieur de la mémoire et tout ça, ou des logiciels, des micro-puces là-dedans, vous allez voir que la calculatrice va se planter. Si vous faites peut-être 19 divisé par 0 sur une calculatrice, ça va vous mettre erreur. Et lorsque vous allez taper toutes les autres touches, rien ne va plus donner.
Rien ne va plus donner parce que là, c'est aller au-delà de ce qu'il fallait et puis il y a un problème. Tout se plante. Donc, c'est un peu comme ça. Quand il y a un souci, ce qui peut bloquer carrément une puce, c'est s'il y a un souci dans une zone qui est reliée à cette puce. Ça va la bloquer. Maintenant, c'est à vous de retrouver ça. C'est comme ça. C'est votre rôle. Vous êtes donc des médecins des cartes mères. C'est normal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je ne parle des autres endroits? Cette fois-là, on va aller rapidement parce que là... Oui, professeur. Oui. Oui, il y a des fois, quand on démarre une carte mère, le ventilo tourne et ça s'arrête, tout ça s'arrête. Ça fait vu, et ça s'arrête. Cela est dû à quoi? Le ventilateur, il y a ce qu'on appelle les pré-tests. Les pré-tests. Souvent, dans certaines cartes mères, il y a des puces qui sont là pour se rassurer que tout fonctionne. C'est-à-dire, dès le début, on demande que tout le monde fonctionne, un peu comme si on voulait se rassurer que tout marche. Et dans ce cas, le ventilateur va tourner aussi à son tour pour dire, moi, je suis prêt, et renvoyer le feedback. C'est pour ça que la carte mère, quand vous allez démarrer, le ventilateur va tourner pour signaler qu'à son niveau, c'est bon. Et dès qu'il aura signalé, il va s'arrêter pour dire, bon, j'attends maintenant que ça chauffe parce que je suis prêt. Lorsqu'il y a un problème, je vais réagir. C'est le cas que c'est pour ça que vous voyez certaines cartes mères, certaines machines, le ventilateur tourne d'abord, ça s'arrête, et puis ça va retourner quand ça sera nécessaire. Voilà, ça c'est un cas qui est normal. Maintenant, si ça tourne, ça s'arrête, ça tourne, ça s'arrête de manière anormale, là dans ce cas, il y a un problème. Ça tourne, ça s'arrête de manière vraiment non justifiée. Là, c'est que là, il y a un problème. Tu dois absolument ouvrir ta carte main pour vérifier et voir si le problème ne vient pas d'abord du ventilateur. Parce qu'avant d'aller trop loin, vous devez toujours vérifier si le ventilateur est d'abord en bon état avant d'aller loin. Et si le ventilateur n'est pas en bon état, dans ce cas, tournez-vous vers la carte mère. C'est là qu'il y a le problème. Mais je vous ai dit, le comportement que vous avez au début, là, c'est ce qu'on appelle le pré-test. C'est un test qui se fait d'abord. Il y a un petit test pour voir si tout le monde est prêt pour qu'on lance. C'est un peu ça. C'est ça qui dit l'organisation qui a sur les cartes mères est une organisation que si les gouvernements employaient la même chose, c'est que franchement, tous les pays devaient être vraiment à l'aise. Franchement, parce que c'est d'une manière très, très organisée. Très organisée. Donc, vous devez connaître tous ces aspects-là. Vous devez, dans tous les cas, vous devez, comme je vous ai dit, dans ce domaine, le premier élément que vous devez chercher, c'est vraiment la connaissance. Parce que quand vous connaissez vraiment, vous finissez, vous êtes tranquille, vous êtes vraiment tranquille. Devant n'importe quelle situation, vous savez comment vous pouvez faire. Pourtant, quand vous ne connaissez pas, ça vous fait perdre. Ça vous fait perdre. Et parfois, vous vous retrouvez en train de douter, vous n'êtes plus sûr de vous. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est très dangereux. C'est un peu comme un médecin qui franchement, il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Vous voyez que quand les cas vont venir devant lui, il aura toujours peur de tuer l'enfant d'autrui. Parce qu'il ne sait pas très bien est-ce que telle chose va fonctionner, ainsi de suite. C'est ça. Moi, je reçois ici plein de cartes mères, des gens qui sont des techniciens. Et des techniciens, comment est-ce qu'ils ont essayé de travailler sur la carte et tout. Franchement, je vois du n'importe quoi. Donc, les gens font n'importe quoi sur les cartes mères, juste parce qu'ils veulent résoudre le problème à leur façon à eux. Donc, on dirait que ils font partie de la famille de ceux qui ont créé l'ordinateur, créé la carte mère. Pourtant, il n'y a même personne chez eux qui peut atteindre ce niveau-là. Vraiment, c'est terrible. Même les enfants de ceux qui ont créé ces cartes mères-là ne font pas ça. Comment quelqu'un prend la carte, il y a des choses qu'il ne connaît pas, il veut quand même faire des trucs sur ça. Mais je vois du n'importe quoi, je vous assure. Quand vous allez voir les vidéos où je dépanne, vous allez voir des choses terribles. C'est ce que les techniciens font.
Ils font du n'importe quoi sur ces cartes, n'importe quoi, franchement. Juste parce qu'ils ne veulent pas se casser, ils ne veulent pas dépenser, parce que souvent, il y a des moments où ils ont fait certains trucs, ça a fonctionné, ils préfèrent donc continuer comme ça. Et c'est pas bon. Franchement, c'est dangereux. C'est pas sérieux, franchement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, professeur, bonsoir. Bonsoir. Professeur, moi, je vais revenir un peu sur l'affichage. Concernant le RTC. Pendant qu'on faisait le coup sur l'affichage, vous n'avez pas parlé de ça, donc je voulais savoir si vous pouvez essayer de revenir un peu sur ça. Tu avais dit que le RTC Reset est très important, non? Pour Non, le RTC Reset, ça vient du RTC Cell, c'est-à-dire le RTC Cell va d'abord sortir de la diode et être transformé en RTC Reset. C'est le RTC Reset qui joue donc dans le PCH pour favoriser l'affichage. Ça favorise l'affichage, le RTC Reset. Donc, il y a beaucoup de cartes mères qui ne vont pas afficher tant que le RTC Reset n'est pas en bon état. Donc, la pile CMOS. Et à le moment où la pile CMOS est défectueuse, vous n'aurez pas d'affichage. Vous n'aurez pas d'affichage. Et parfois, elle peut vous tromper avec la tension de 3 volts. Vous croyez que ça va changer. Prenez une nouvelle pile CMOS, vous mettez là-bas. Donc, vous devez avoir le matériel à votre disposition. Vous devez avoir des petits paquets de piles CMOS qui sont encore neuves. Donc, même quand vous prenez la pile du client, vous vous rendez compte que c'est peut-être 2,85 volts qui est le minimum. Pour les piles CMOS, là, il faut 2,85 volts. Même s'il y a le minimum là, ne vous fiez pas à ça. Prenez une pile neuve que vous utilisez, que vous avez chez vous et mettez, vous allez voir. Je vous ai déjà parlé de ça. Je vous ai dit que la tension ne suffit pas pour dire que c'est bon. Il y a l'intensité également qui compte. Une pile peut avoir la tension et ne même pas être compatible avec la machine qui est là. Il y a des gens qui prennent des piles de 3 volts, mais ce n'est pas la pile qui est compatible. Donc, il y a des petits aspects comme ça que les gens négligent. Après, ils se plaignent qu'ils ont fait tout, ça n'a pas donné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, prenez au sérieux tout ce qu'on vous donne comme information, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas trop souffrir. Si vous avez votre atelier, mettez déjà un paquet de piles CMOS, plusieurs paquets même d'ailleurs, à votre disposition. Vu que vous ne pouvez pas mesurer l'intensité, vous êtes obligé de mesurer seulement la tension là-bas. Vous ne pouvez pas mesurer. Pour mesurer ça, vous devez encore payer un autre matériel. Ou bien mettre votre multimètre en série avec le circuit. Vous allez faire ça comment sur la pile CMOS? Vous ne pouvez pas. Votre multimètre ne peut qu'être en parallèle. Et là, vous ne pouvez que prendre la tension. Vous ne pouvez pas avoir l'intensité. Sauf si vous payez un autre appareil pour faire ça. Bon, maintenant, quand c'est comme ça, vous avez directement votre paquet de piles. Lorsque vous voyez bien qu'il y a vraiment la tension, vous mettez ça de côté. Vous prenez une autre pile, vous mettez une pile qui est neuve. Ça, c'est les cas, les choses que vous pouvez faire avant même de démonter la machine. Ça, quand vous avez accès à la pile CMOS. Il ne faut pas montrer que vous connaissez trop. C'est-à-dire, vous prenez une machine, vous êtes seulement prêt à démonter directement pour arriver à la carte mère. Non, là, c'est pas bon. Pas bon. C'est un truc qu'il faut éviter. Il y a des stagiaires avec qui je travaille souvent ici. Il y a des moments, il y a certains parmi eux qui sont souvent pressés. Ils prennent la machine, ils démontent tout et il arrive, il constate que c'est le chargeur qui a un problème. Quand il finit tout, il met, ça ne donne pas. Il prend un autre chargeur, il met, il voit, ça donne. Mais il aurait pu faire ça avant. Maintenant, il faut qu'il remonte encore toute la machine. Ouais, c'est la perte de temps là-bas. Le RTC Reset est très important et il est produit par le RTC Cell. Ce que tu disais là, le RTC Cell, c'est important pour l'affichage comme pour le démarrage.
Ok, maintenant, est-ce que vous avez pensé à comment est-ce que vous pouvez nous former pour les appareils, le DC Power et puis le programmeur, ainsi que le scope? Je ne vous ai pas bien compris. C'était un peu entrecoupé. Je disais que concernant les appareils, le TC Power, le programmeur et puis le scope, est-ce que vous avez prévu un truc pour nous comme Non, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Je n'ai pas compris. Et ça s'est coupé là. Je ne peux pas répondre si elle ne comprend pas. Si elle ne comprend pas votre question, je n'ai pas compris. Je disais que... Oui. Allô? Oui. Je disais que concernant les appareils, le DC Power, le programme et puis l'oscilloscope, est-ce que vous avez prévu un programme pour ça? C'est dans les nouveaux cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Moi, monsieur, il y a une question. Je vous écoute. Bon, monsieur, moi, ma question se situe au niveau de l'affichage. Il y a des cas où tu as un ordinateur en main. Maintenant, quand tu allumes la machine, le clavier là, au niveau de la touche majuscule là, ça clignote là-bas, mais il n'y a pas d'affichage. Qu'est-ce qui peut poser ce problème-là? Ça dépend du nombre de clignotements et la situation qu'il y a. Ça clignote deux fois successivement, deux fois. Et puis l'écran reste noir. Non, je dois voir la marque et voir le clignotement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que je vous ai déjà dit que... Attendez, suivez. Je vous ai dit que il y a une option dans notre structure d'accompagnement. Ceux qui ont l'accompagnement bénéficient de ce genre de cas dont vous parlez là. C'est-à-dire, ils posent leurs problèmes particuliers et on les aide par rapport à leur cas qu'ils ont. Ça, c'est pour une durée d'1 an. Et ce n'est pas cher, c'est 150 000 francs CFA. Pour ceux qui ont déjà payé 50 000 pour la formation, ils complètent 100 000 francs. Et puis, on les suit pendant 1 an. C'est-à-dire, pendant une année, si vous avez un cas comme ça, vous signalez, voilà un cas que j'ai devant moi. Voilà, ça fait comme ça. Monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vais vous dire. Donc, voilà un peu. Concernant les cas particuliers, les cas qui vous concernent, les cas particuliers, un peu, voilà ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, faites l'effort d'avoir, comme je vous ai dit, le maximum d'éléments possible. Vous sacrifiez au moins 1 an pour ça. Et là, cette fois-là, quand vous travaillez maintenant, vous êtes un peu tranquille. Voilà ce que vous devez faire. C'est ce que je ne cesse de vous rappeler. Voilà ce que vous devez faire. Vous ne devez pas être trop pressé, juste trop pressé. Faites l'effort, vous sacrifiez comme il se doit. Et le reste du temps, vous travaillez tranquillement. Vous devez faire l'effort d'apprendre, vraiment apprendre d'abord. Pour ça, vous devez donc bien être encadré. Et puis après ça, vous pourrez maintenant voler de vos propres ailes. Voilà la solution qu'il faut adopter. Donc, pour les cas particuliers, voilà ce qu'il faut faire.
D'accord. Est-ce qu'il y a des questions encore en lien avec le cours? Allô? Oui. Oui, j'ai une question. Je vous écoute. Oui, c'est par rapport au niveau du circuit de charge. Allons-y. Actuellement, j'ai une machine à ma disposition. Quand il y a la résistance de charge, le circuit de charge ne laisse pas passer la 19 volts sur les deux transistors. Quand j'enlève la résistance de charge, la 19 volts est présente. J'aimerais savoir, sera peut-être dû à quoi. Et puis, j'ai La 19 volts vérifié est présente où? La 19 volts est présente où? au niveau de la résistance de charge. Quand je l'enlève À l'entrée ou à la sortie? à l'entrée. C'est normal qu'il y ait la tension à l'entrée. Oui, mais quand je mets la résistance, la tension part. En fait, ça fuite, quoi. Ça revient à 3 volts comme ça. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit sur ta carte. Mais j'ai vérifié, il n'y a pas de coup, c'est que j'ai vérifié. Ça veut vérifier avec quoi? L'appareil de mesure. Hein? Avec l'appareil de mesure. Le multimètre est insuffisant pour déterminer tous les courts-circuits. Ok. Ok, merci, monsieur. D'accord. Je crois que je parle de ça dans les vidéos que j'ai réservées pour vous. Je crois que j'en parle. Je vous montre des cas où le multimètre est insuffisant, est vraiment incapable et le power supply permet de détecter. Ok, D'accord, les amis, d'accord. on va parler des ports USB. Dans le cas des ports USB, je vous dis que là-bas, je ne ferai pas de schéma. Je vais vous parler juste comme ça. Soyez très attentifs. Pour les ports USB, vous allez devoir vérifier les éléments en suivant le cheminement que je vais vous donner là. Concernant les ports USB. Pour les ports USB, vous devez commencer par vérifier le côté logiciel. C'est-à-dire, si vous avez un port USB qui ne fonctionne pas, avant d'aller trop loin, vérifiez d'abord le côté logiciel. Est-ce que le logiciel fonctionne? Est-ce qu'au niveau logiciel, tous les pilotes, tout ça, c'est installé? Vous devez vérifier ça avant d'aller accuser le matériel. Accusez pas le matériel si le côté logiciel, vous ne vous êtes pas assuré que c'est bon. Assurez-vous que dans le BIOS, on n'a pas désactivé les ports USB. Vérifiez s'il y a les pilotes. Voilà les trucs que vous devez vérifier. Vérifiez que tout est compatible. Côté software. Une fois que tout ça est vérifié, c'est jusque-là. Les ports USB ne sont pas détectés. Dans ce cas, vous devez vérifier le périphérique lui-même, c'est-à-dire le périphérique USB lui-même. Vous devez vérifier s'il n'est pas cassé. S'il n'y a pas s'il n'y a pas quelque chose de moisissures qui font que des pins sont en court-circuit. Vous devez vérifier les choses pareilles. Donc, vous devez voir ça du côté matériel déjà. Physiquement, vous vérifiez le port USB. Si jusque-là, le port USB est correct, physiquement, vous devez vérifier si la tension 5 volts qui est censée l'alimenter est présente. Cette tension-là passe généralement par une puce. Ça passe généralement par une puce. Et si elle n'est pas présente, ça veut donc dire que vous devez regarder au niveau de cette puce. Est-ce que cette puce a reçu l'activation venant de la puce iOS? Parce que c'est la puce iOS qui active cette puce-là pour qu'elle fasse passer la 5 volts qui venait l'alimenter. Vous devez vérifier ça. Après avoir vérifié ça, si tout est correct là-bas,
vous devez vérifier la communication entre le port USB et le PCH. Vous devez vous assurer que la communication est propre. Là-bas, en réalité, c'est avec l'oscilloscope qu'il faut vérifier ça. Généralement, ça passe aussi par une puce qui est chargée de faire ça. Certains fabricants, pour éviter de griller le PCH quand les gens manipulent mal le port USB, certains fabricants mettent une puce intermédiaire entre le port USB et le PCH pour que s'il y a un problème, peut-être vous avez mal manipulé le port USB, c'est plutôt la puce là qui se grille. Et là, le PCH est préservé. Dans ce cas, vous devez changer cette puce là et la machine, le port USB va fonctionner à nouveau. Maintenant, si jusque-là, après la puce, vous vous rendez compte que la puce fonctionne normalement et le port USB ne fonctionne toujours pas, sachez dans ce cas que le problème vient du PCH. Et pour des cas comme ça, vous allez constater de vous-même que le PCH chauffe énormément. Et le temps réglementaire pour ça, pour le PCH, c'est 10 secondes. Vous mettez votre paume, du moins l'un de vos doigts sur la puce du PCH là. Ça, c'est, je parle bien de la puce du PCH. Vous mettez votre doigt dessus et vous comptez jusqu'à 10. Si vous enlevez votre doigt avant les 10 secondes, sachez que votre PCH a un problème un court-circuit interne. Et vous devez le changer absolument pour avoir la solution. Les PCH se changent. Vous devez juste avoir le matériel pour changer ça. Il y a des gens qui s'hasardent avec les stations pour faire ce travail, mais c'est très risqué. Certains y parviennent. Sinon, vous devez acheter la BJ Rubuli machine pour pouvoir faire ce travail-là. Pour pouvoir retirer le PCH et le changer. Maintenant, il ne suffit pas de retirer, mais il faudra vous retrouver également la même puce ailleurs, ayant le même numéro. Donc, pour cela, il faudrait que vous ayez des casques vraiment, soit la casque de cette carte-là, soit une casque qui a ce PCH à l'intérieur. Vous remettez le PCH et le problème sera résolu puisqu'il y a un court-circuit à l'intérieur du PCH. Voilà pourquoi il s'est mis à chauffer énormément, au-delà de la normale. Voilà concernant le port USB. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que j'évolue. Je vais évoluer. On y va au niveau des ports audio. Au niveau des ports audio, vous avez, comme dans le cas des ports USB, vous devez passer par une vérification logicielle d'abord, les pilotes et tout ça. Vous devez passer par là avant d'aller du côté matériel. Concernant le côté matériel, la première chose à vérifier, c'est évidemment les baffles. Vous devez vous rassurer que les baffles fonctionnent. Vous pouvez vous servir des piles, des petites piles d'1,5 3 volts pour tester vos baffles. Si les baffles fonctionnent, c'est-à-dire les haut-parleurs là, vous pouvez vérifier directement la puce Realtek. Dans la plupart des temps, c'est Realtek qui a gagné le marché pour cette puce-là. Vous devez regarder cette puce Realtek pour voir si elle est alimentée. Elle est alimentée la plupart du temps en 3 volts et 5 volts. Vous devez vous rassurer qu'elle est alimentée. Si elle est alimentée, elle doit recevoir également la réinitialisation et les clocks venant du PCH pour pouvoir fonctionner et gérer les haut-parleurs pour que vous ayez le son. Et pour cela, vous devez vérifier ces signaux-là avec l'oscilloscope. C'est avec l'oscilloscope que vous devez vérifier si ces signaux-là, ça passe. Vous avez des vibrations sur votre oscilloscope. Si ça passe, c'est bon. Et vous n'avez pas toujours de son, vous devez changer la puce Realtek
qui gère l'audio. Vous devez changer ça. Maintenant, si vous n'avez pas de signaux, sachez que le problème vient du PCH. Et comme dans le cas dont je vous ai parlé, dans le cas, je tiens à vous rappeler que lorsque la puce de l'audio là ne fonctionne pas, vous pouvez vous en passer de cette puce-là. Vous pouvez vous en passer de ça et avoir le son. Maintenant, un autre cas, c'est le cas où c'est le PCH qui est défaillant. Vous n'aurez donc pas de signaux qui vont activer la puce de Realtek. Dans ce cas-là, la puce du PCH va chauffer énormément. Du moins le temps, comme je vous ai dit, le temps réglementaire pour les cartes mères, les de 3e jusqu'à 4e génération, le temps réglementaire sera 10 secondes. Ce sera 10 secondes. Si vous mettez votre doigt là-bas, vous ne pouvez pas attendre 10 secondes. Sachez que votre PCH a un court-circuit interne. Et vu que vous n'avez pas le son, et vous avez tout vérifié, même la puce, vous avez vérifié, et vous n'avez pas eu les signaux, sachez donc que c'est le département qui gère l'audio qui est en court-circuit et qui crée ce problème de surchauffe au niveau du PCH. La machine pourra fonctionner, mais vous n'aurez pas d'audio. Donc, si le problème au niveau du PCH, vous ne pourrez rien faire pour le son. Même acheter carte son audio externe, vous perdez votre temps. Rien ne fonctionnera. Le son ne pourra plus sortir tant qu'on ne changeait pas le PCH. Tant qu'on ne changeait pas le PCH. Voilà pour l'audio. On parlera de SATA. Concernant les SATA alimentent la plupart du temps les disques durs et les lecteurs DVD. Dans les anciennes cartes mères, on parlait de PATA. Et les cartes mères à partir de la première à la 4e génération, on parle de SATA. Par la suite, les SATA ont disparu pour laisser place à d'autres connecteurs. Donc, il y a généralement pour les ports SATA, c'est séparé en 2 blocs. On a un bloc de données, appelé le bloc de data. Il y a un autre bloc d'alimentation, appelé le bloc de power. Généralement, je vous dis ça maintenant par expérience, vous n'aurez presque quasiment pas de problème du côté des data. Ce qui est bien quand même du côté des SATA, les choses ont été très bien faites. Bon, j'ai vu les fabricants sont vraiment battus. Côté SATA, les pannes que vous allez rencontrer sur le côté SATA, c'est 4 condensateurs. La plupart du temps, quand vous avez un problème sur le SATA, là, je tiens à vous rappeler que pour savoir, ce n'est pas difficile. Vous pouvez changer même sans disque dur. Vous n'avez toujours rien. La machine ne voit pas le disque dur. Pourtant, le disque dur est fonctionnel. Le disque dur est bon. Mais ça ne voit toujours pas. Sachez qu'il y a un problème au niveau de la zone des données. Vous n'aurez pas de problème du côté de l'alimentation. Vous n'aurez pas. Donc, oubliez le côté de l'alimentation. Ça va toujours fonctionner. À moins que votre port soit cassé. Peut-être par mégarde, quelqu'un a peut-être bougé ça, ça s'est cassé. Ce n'est plus bien fixé sur la carte. Dans ce cas, vous devez refaire la soudure. Mais le problème que vous allez avoir quand même dans ce côté-là, c'est le côté des données. Ça sera quand même rare, mais il y en a. Ça sera du côté des données. Il y a 4 condensateurs situés du côté des data. Le côté des data, c'est le côté le plus petit sur le connecteur SATA. Il a généralement 7 pins qui sont là. Donc, vous pouvez regarder là-bas. Généralement, devant ces pins-là, vous aurez 4 condensateurs. Les autres éléments étant la masse. Il y a généralement 3
3 pins qui portent la masse et 4 autres qui sont là pour l'échange des données entre le PCH et le port SATA. C'est les 4 condensateurs qui sont situés sur cette zone-là qui parfois lâchent. Quand vous avez des problèmes pareils, vous devez changer tous les 4 condensateurs. Tous les 4 condensateurs. Si vous avez le datasheet, c'est-à-dire le schéma de la carte, vous devez vous référer au schéma pour avoir les valeurs des condensateurs. Respectez les valeurs là, si vous ne voulez pas avoir de problème. Si vous ne respectez pas, vous allez tuer votre PCH immédiatement. Donc, je vous avertis déjà par rapport à ça. Si vous mettez des trucs au hasard, après votre PCH, la machine ne démarre plus carrément. Ne vous plaignez pas, je vous ai averti quand même. Donc, vous devez respecter les valeurs des condensateurs là. Vous devez changer tous les condensateurs et non changer un seul, changer tous les 4. Vous allez les retrouver. Quand vous allez essayer de travailler sur vos 4, vous allez retrouver ces éléments dont je parle. Donc, voilà les problèmes que vous allez avoir là-bas. Ce sera uniquement soit le socket du port SATA qui n'est pas bien connecté, soit l'un des 4 condensateurs qui est défend. Et là, vous devez changer tous les 4 condensateurs. Vous aurez difficilement un problème dans le PCH. Non. Je n'ai pas encore rencontré un seul cas. C'est les condensateurs là qui dérangent. C'est une bonne nouvelle là-bas. Je crois ça fait partie des éléments qu'ils ont bien réussi quand même. Le SATA en communication avec le PCH. Je tiens à les féliciter là-bas. Ils ont vraiment réussi parce que c'est très difficile de trouver un problème de ce côté-là. Très, très difficile. Très, très difficile. Ils ont bien réussi. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis beaucoup d'accent sur ce côté comme ça. Ils ont pareillement réussi avec les connecteurs VGA et HDMI qui également n'ont pas de problème. Souvent sur les cartes mères, lorsque vous allez avoir le VGA qui ne donne pas, généralement c'est qu'ils n'ont pas connecté le VGA par rapport. Ils ont seulement mis le port VGA, mais ils n'ont pas mis les éléments pour connecter ce port-là, pour connecter ce port au PCH. Donc, ils ont mis le HDMI. Donc, si vous voyez le VGA, ça ne passe pas. Si vous avez le port HDMI, passez par le port HDMI. Ça veut dire que dans cette carte, ils ont plutôt relié le PCH au HDMI. Même si vous voyez le VGA là, ce n'est pas qu'il est gâté. Il n'est pas relié, il n'est pas connecté au PCH. Donc, ce n'est pas qu'il est gâté. Donc, lorsque vous allez mettre ça, ne croyez pas que c'est gâté. Ce n'est pas gâté. C'est juste qu'on a plutôt relié le HDMI. On n'a pas relié le VGA. Donc là-bas, pas la peine de vous expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de panne de ce côté-là. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas ça. Si vous avez un cas de moisissure, oui, peut-être encore la moisissure. Bon, en dehors de ça, vous ne verrez pas un composant. Donc, je ne veux pas parler de la moisissure. Pareil pour le connecteur du Wi-Fi. Pareil pour le connecteur du Wi-Fi. La carte Wi-Fi, c'est gris souvent. Oui. J'en ai rencontré un cas. Si votre carte Wi-Fi est grillée, votre machine ne va pas démarrer. Voilà pourquoi je vous conseille de souvent retirer la carte Wi-Fi. Lorsque vous faites vos tests, il y a des gens qui testent les trucs, ils laissent la carte Wi-Fi et ils continuent de faire les tests. Et ils sont surpris de se rendre compte que la machine ne démarre toujours pas. Si la carte Wi-Fi est endommagée, la machine ne va pas démarrer. Voilà pourquoi je vous conseille, lorsque vous faites votre diagnostic, de retirer d'abord la carte Wi-Fi. Retirez cette carte avant d'avancer. Retirez cette carte. Voilà. Donc voilà concernant les différents connecteurs et ces différents périphériques. Voilà les éléments que je tenais à vous donner. Voilà qui permet d'achever la première partie de cette formation sur les panneaux de cartes mères de laptop.
Et je tiens à vous préciser que c'est vraiment parce que je me suis dit qu'il fallait que je vous donne quand même des bases. Parce qu'au lieu de vous laisser là comme ça, vous devez seulement payer des gros montants. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. J'ai quand même pensé à vous donner des bases qui vont vous permettre quand même de pouvoir gérer déjà quelque chose. Ça, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, avec ce qu'on a déjà vu, vous pourrez vraiment gérer beaucoup de choses. Laissez-moi vous dire ça. La preuve, c'est que j'ai plusieurs personnes qui ont fini cette formation et qui m'appellent pour me dire merci. Et certains m'envoient même parfois des petits bonus. Ils dépannent des machines. Et parfois, lorsqu'il a bien dépanné, il a eu de l'argent, il m'envoie quelque chose. Moi, c'est en guise de reconnaissance. Même le peu qu'ils envoient, je ne regarde pas la quantité, je regarde plutôt le geste. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas en train de me payer encore là-bas. Ils sont juste en train de me dire merci. En me disant que prenez ceci, si vous pouvez même payer un jus avec, ce serait quelque chose. Donc, c'est juste comme ça que certains font. Donc, sachez qu'avec ce qu'on a fait, si vous prenez ça au sérieux, vous allez pouvoir dépanner. Vous allez pouvoir dépanner déjà certains cas. Mais si vous tenez vraiment à avancer et en faire de ça vraiment une activité qui pourra, une activité vraiment pour vous, je vous conseille vivement de ne pas vous arrêter là, mais d'aller de l'avant. Et vous procurer tout ce qui va vous aider à pouvoir être vraiment bien calé et bien plus professionnel dans ce domaine. Ça, c'est ce que je tenais à vous dire. Parce que pour la deuxième partie, nous allons insister sur la manipulation de certains matériels également dans la deuxième partie. Donc, je vous conseille vivement de vous procurer ça. Donc, voilà ce que je peux vous dire concernant cette formation-là. Si vous avez encore quelques questions, vous allez me les poser maintenant, avant qu'on arrête. Et ça sera la fin de cette première partie. Allô, monsieur? Ça signifie qu'il n'y aura plus de live. Il n'y aura plus de live après cette séance. Que je vous écoute. Ah, il n'y aura plus de live. Oui. Ah, donc ça veut dire que nous sommes en train de finir la formation comme ça. La première partie. Bon, avec la deuxième partie, comment ça va se passer? La deuxième partie, c'est... Oui. La deuxième partie, ceux qui vont recevoir les vidéos, je vais m'organiser avec eux. Ah, si nous n'avons pas la possibilité de... Vous parlez de vidéos, c'est les vidéos dans lesquelles vous êtes en train de réparer les ordinateurs, c'est ça, non? Il y a les vidéos là où je répare les ordinateurs, que ce soit les laptops ou les desktops. Et concernant les desktops en particulier, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de notions là-bas qui vous aident à mieux comprendre certaines choses. Donc, il y a des gens qui négligent ça, c'est à tort, carrément c'est à tort. Je vous assure, je crois que vous ne pourrez voir ce que je dis là, comprendre ce que je dis qu'en voyant vraiment les vidéos ou des dépannages sur les desktops. Vous allez mieux comprendre ce que je dis. Peut-être que vous ne comprenez pas pour le moment. Il n'y a pas, dans le bloc là, je vous ai déjà donné ce qui est à l'intérieur. Je vous ai dit qu'il y a les vidéos des dépannages des laptops et des desktops. Et je crois même qu'il y en a des dépannages sur la boîte d'alimentation du desktop. Je crois qu'il y en a. Vous aurez les nouveaux cours, des cours que vous n'avez pas encore vus, des trucs, il y a des cours nouveaux. Et je vais m'organiser également pour voir ce que je peux faire pour ceux qui ont pris ces cours-là, qui ont pris cette deuxième partie. Voilà un peu. Voilà pourquoi c'est cher. Voilà pourquoi c'est cher. Normalement, c'est très cher. C'est cher parce qu'en fonction du contenu. Le contenu est quand même assez lourd. Le contenu qu'il y a là-dedans est assez lourd.
Ok. C'est pour ça que c'est cher. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y aura une petite attestation pour la fin de cette première partie-là? On va le faire. Je crois que je comptais envoyer quelque chose quand même pour ceux qui ont participé à cette première partie. Ok. Donc, il y a encore d'autres groupes avec qui je n'ai pas fini. Quand j'aurai fini avec tous les groupes, on va une fois voir dans chaque pays ceux qui ont besoin d'attestation et voir le coût, parce que vous allez devoir payer pour l'envoi. On va évaluer le coût et vous dire, je crois que c'est ce qu'on va faire. Il faut seulement être patient parce qu'on a d'autres groupes avec qui on travaille. On n'a pas encore fini. Quand on aura fini, on va une fois évaluer pour tout le monde. Je ne peux pas faire les envois multi à tout moment. On va envoyer une fois dans chaque pays. On va trouver l'endroit idéal pour chacun. Chaque pays. Une fois Maintenant, que est-ce ça qu'il y a sera une dans autre? votre pays, je crois que vous allez prendre ça à la personne qui sera désignée pour récupérer. Je crois que c'est comme ça qu'on va faire. D'accord. Je voudrais savoir aussi, est-ce qu'il y a une autre vague pour la formation de la réparation des desktops là, Est-ce qu'il y a en cours? Une nouvelle vague qui va venir pour la formation dans le dépannage des desktops, les ordinateurs de bureau. les ordinateurs de bureau, là, on n'a pas encore lancé une nouvelle formation là-dessus. On a encore d'achever avec les autres. Bon, on n'a pas lancé une nouvelle vague. On n'a pas lancé une nouvelle vague, mais ceux qui sont intéressés par ça, ils doivent récupérer les vidéos et je peux voir comment les assister. Je peux voir ce qu'ils peuvent faire pour les assister. C'est ce qu'on peut encore faire. Je ne pense pas qu'on va lancer une vague encore. Je ne pense pas qu'on va lancer une vague. Ce sera plutôt comme ça qu'on va progresser. Ok. Maintenant, il vous faut combien pour commencer avec les vidéos, comme vous avez dit là? Pour les vidéos, ceux qui veulent avoir la deuxième partie là, vous avez jusqu'au avant le 1er juin, vous payez 65 000 francs. Si vous ne payez pas après le 1er juin, avant le 1er juin du moins, je crois qu'il va adopter ce qu'une personne a proposé. Là, vous allez payer 130 000 francs pour avoir accès à ça. Après le mois de juin, vous ne pourrez plus avoir ça. Vous allez payer ça seul. Vous allez payer ça à 650 000. Voilà ce qu'il peut faire. Donc, ceux qui ont souscrit en groupe, là, faites l'effort. Bon, maintenant, j'ai dit, pour ne pas pénaliser certaines personnes, que tous ceux qui veulent le faire payent tout simplement. Là, ça permet que si vous avez atteint 10, on vous donne directement. Si vous n'atteignez pas 10, même ceux qui ont déjà payé vont devoir compléter pour avoir accès. Donc, faites l'effort d'atteindre votre nombre. Sinon, ça va être difficile pour vous. C'est une faveur que je vous accorde. Je ne peux pas me Ok. retrouver de faire plus que ça, franchement. Je ne peux pas faire plus. C'est une faveur. Et c'est très riche. Franchement, c'est très riche. D'accord, les amis, est-ce que vous avez encore une question avant qu'on arrête? Monsieur, moi, il y a une question. Je vous écoute. Monsieur, c'est au niveau de l'attestation. Bon, comme vous dites que si les attestations sont prêtes, vous allez nous faire parvenir ça. Mais j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez nous faire parvenir. Si ce n'est pas PDF ou bien je ne sais pas comment vous allez le faire. Bon, en réalité, on voulait envoyer ça par DHL, mais si c'est que c'est
C'est difficile, c'est qu'on sera obligé d'envoyer comme ça, mais je crois que c'est mieux par DHL. Au cas contraire, on va voir. Si on doit faire autrement, on va vous dire. Mais dans tous les cas, vous aurez une contribution à payer pour ça. Mais je vais vous dire au moment venu, on n'a pas encore fini avec tous les groupes. On n'a pas fini. Au moment venu, on va vous informer. Ok, c'est compris, monsieur. Il n'y a pas de souci. On va vous informer. D'accord, les amis, je crois que c'est bon. On va s'arrêter là. La vidéo sera dans le groupe Skype. Vous pourrez la suivre après, si vous voulez. Donc, on va se dire dans la prochaine phase. Le groupe reste toujours là. S'il y a des problèmes, vous pourrez poser des problèmes dans le groupe et tout cela. Voilà comment est-ce que ça va se passer. Donc, vous avez jusqu'au 1er juin, comme je l'ai dit, avant le 1er juin, pour réagir. Voilà. Passez une très bonne soirée. Merci. Pareil à vous aussi, monsieur. Sur la prochaine. Merci. Monsieur, pareil à vous. Très bon moment. D'accord. Merci, monsieur.